Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Beurre TV dans votre rendez-vous hebdomadaire indicateur que nous consacrons ce soir au marché des boissons gazeuses et des jus. Avec plus de 600 entreprises, une croissance en moyenne de 14%, 15 000 emplois directs et 35 000 indirects, cette filière affiche depuis une dizaine d'années un dynamisme important, que ce soit en matière de diversification ou de qualité de produits. Mais la filière fait aussi face à l'informel et un système de distribution contraignant. Le poids des taxes intérieures et le démantèlement tarifaire dans le cadre de l'Axal peut freiner son élan. Pour débattre de toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Ali Hamani, président de la PAB, M. Ali Bey Nasri, président de l'Anexal, représentant et consultant chez l'entreprise Vitaju, M. Mourad Bouatou à ma gauche, président de la commission des eaux embouteillées, responsable de presse et des relations publiques chez le groupe Saïda. Marhaba bikoum, bienvenue chez Beurre TV. Merci, merci. Une première question, M. Hamani. Vous avez entendu les chiffres à peu près que nous avons réussi à voir, c'est ceux de 2012. Oui. Comment se porte la filière en 2013? D'abord, il y a lieu de corriger ces données. Merci d'abord de votre invitation. Bien le bonsoir à tous les téléspectateurs de Beurre TV. Donc, effectivement, en ce qui concerne les chiffres que vous avez avancés, ce sont les chiffres qui ont été disons, communiqué par le biais d'une étude qui a été élaborée en collaboration donc, avec les experts de PME2. Vous avez la gentillesse donc, de vous le remettre. Tant il est vrai que pour l'exercice 2013, les choses ont évolué tant bien que mal. En matière d'effectifs, effectivement, nous tournons autour de 17 000 travailleurs permanents. Oui, ça a progressé quand même. Ça a progressé depuis un certain temps parce que l'activité, comme vous le savez, l'activité donc dans le secteur des boissons, toutes filières confondues, progresse annuellement avec un taux qui tourne entre 8 et 10%. Bien sûr, tout dépend effectivement de la sous-filière concernée. La production tourne autour aujourd'hui de près de 3,7 milliards de litres de boissons. Donc, toutes boissons confondues, il faudrait qu'on s'entende très bien. Il s'agit des boissons gazeuses, des boissons à base de jus de fruits et les boissons, ce qu'on appelle fruitées, les eaux embouteillées et les boissons alcoolisées. Donc, c'est ce qu'on appelle la filière boisson. Donc, aujourd'hui, à un moment donné, aux années 2003, avait décidé effectivement de créer une association dénommée donc au jour d'aujourd'hui la PAB, donc l'association des producteurs algériens de boissons. Donc elle est née qui regroupe aujourd'hui près de plus de 50 adhérents, mais qui représente plus de 85% de part de marché. Par rapport, effectivement, aux 600 entreprises qui ont été analysées, si vous voulez, selon les chiffres avancés lors de l'étude qui a été faite par l'ONS, mais nous tournons globalement à travers un certain nombre d'informations qui nous ont été données par les experts, on tournerait aujourd'hui à peu près à 400 entreprises de production. Donc, mais il faudrait faire très très attention en ce qui concerne la définition d'une entreprise de production. Parce que vous avez ce qu'on appelle les producteurs classiques connus sur le marché et vous avez les producteurs qui effectivement activent uniquement durant les périodes estivales et durant aussi la période du mois de Ramadan, le mois sacré, où effectivement on voit un certain nombre de produits qui surgissent, je ne sais d'où, malheureusement. Et au CNRC, M. Hamani, excusez-moi, on donne un chiffre de plus de 1400 entreprises inscrites au CNRC. Effectivement, il y a, par rapport aux sociétés qui sont inscrites au niveau du Centre national de lutte commerce, il y a 1746 entreprises qui sont inscrites. Mais sur les 1746, il y a 500 qui activent. Il y a
selon l'ONS, il y a à peu près ce qu'ils ont, quand ils ont fait leur enquête, ils ont trouvé 600 entreprises. Mais nous, à travers les experts, on dit au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près 400 entreprises qui produisent. Mais sur les 400, il faudrait faire très, très attention, comme je viens de vous le dire. Sur les 400, vous avez bon nombre de petits producteurs que je mettrai entre guillemets, qui n'activent que durant la période estivale et la période du mois de Ramadan. D'accord. Mais si vous voulez, les grands producteurs actifs, il y a des petites entreprises de production qui méritent tout le respect, qui activent dans certaines communes, qui respectent un certain nombre de règles d'hygiène, qui produisent selon des normes. Ça, nous les félicitons. Et nous en avons, parmi les membres, nous en avons certains qui sont membres de chez nous. Très bien. Mais il y a lieu aussi de relever, Monsieur Nasré ou Monsieur Bouatou, que en fait, sur 99 du parc de marché est occupé ou accaparé par une trentaine d'entreprises. C'est le cas? C'est-à-dire que nous avons, selon les chiffres, effectivement, il y a les grands producteurs. Les grands producteurs classiques qui sont connus sur le marché, qui ont des parts de marché. Mais il ne faudrait pas oublier que nous avons des segments de marché qui existent à l'intérieur du pays, à l'intérieur d'un certain nombre de communes, dans nos douars trucs, qui ont leurs propres produits, leurs propres producteurs, qui sont connus. Ce sont des producteurs traditionnels qui sont connus, et qui fait partie, si vous voulez, de la société, du village. Donc on ne peut pas effectivement dire qu'ils produisent pour leur propre village. Oui. Il y en a beaucoup. Très bien. Mais 2013, en fait, pour revenir à ma question, est-ce que l'élan de développement que connaît la branche a continué durant l'année qui vient de s'écouler, selon vos prévisions? Selon nos prévisions, effectivement, pour 2013, il y a eu quelques évolutions en ce qui concerne un certain nombre de filières. Bon, les boissons gazeuses, ils ont connu un petit peu quelques difficultés. Les eaux minérales, ils ont connu une petite avancée par rapport à 2012. Les jus de fruits ont connu une belle année, tant il est vrai, bon, les boissons alcoolisées, c'est toujours en stagnation avec toutes les contraintes qui existent. Oui. Mais sinon, pour 2013, on peut dire que les choses ont bien évolué. L'année 2013 a été bénéfique pour le secteur. C'était le cas pour Vitaju, M. Nasré? Oui, absolument. Vitaju figure parmi, en quelque sorte, le top 10 des entreprises qui sont dans les jus de fruits. Et elle connaît donc une progression, et cela s'est traduit par des investissements dans le domaine donc, de la production, soit au niveau de la gamme qui s'est élargie ou au niveau du conditionnement. Moi, je voudrais apporter un complément à mon ami président, M. Hamani, c'est que il y a eu des investissements nouveaux donc, dans la filière. On reviendra en fait, on essaiera de comprendre après pourquoi... Parce que vous avez parlé de 2000 employés en plus. Cette évolution. La justification, il y a eu des investissements à ce niveau-là. Donc il y a des investissements qui ont été faits. Mais nous pouvons caractériser la filière boisson telle qu'elle est enregistrée au niveau de la PAB. Vous avez parlé de... M. Hamani a bien parlé de 85% des parts de marché sur 50. Donc ça rejoint un peu donc, votre questionnement. C'est vrai, un certain nombre d'entreprises détient une grande part du marché. C'est des boissons qui sont connues au niveau international et au niveau national et qui ont des grandes capacités. Nous avons aussi l'apparition en quelque sorte, si je peux qualifier, de géants nationaux. Il y a des entreprises actuellement nationales, algériennes, qui aussi détiennent une grande part de marché. Et ça, je pense que c'est positif pour nous. Oui, oui. Et j'expliquerai pourquoi. Très bien, très bien. Monsieur Bouatou, j'imagine que le groupe ISC aussi a connu cette dynamique. Il y a eu beaucoup d'investissements. Vous avez repris donc, la marque Saïda, on l'a vu. Est-ce que 2013 aussi a été bonne pour vous? Début, parce que l'entreprise publique donc, avait connu toutes les difficultés. Donc le groupe ici, de manière volontariste, donc, a réhabilité cet investissement. À l'époque, il y avait peut-être 8 millions de production.
au jour d'aujourd'hui, il est parmi donc, les entreprises qui ont émergé, qui ont connu une dynamique et des extensions successives qui expliquent donc, la montée en cadence donc, au niveau de la production et bien sûr qui se sont traduits par la création de centaines d'emplois, non seulement qu'on a pu préserver suite à la période, mais qu'on a pratiquement quadruplé. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un groupe qui émerge et on en parlera tout à l'heure et qui a investi dans d'autres créneaux. Très bien. Et comment peut-on expliquer le développement qu'a connu la branche Hamani? Vous savez, le développement, c'est d'abord grâce au dynamisme de tous les producteurs qui se sont, disons, on peut dire depuis les années 2000, on peut dire 2006-2008, où un certain nombre de producteurs, pour ne pas dire les investisseurs et les chefs d'entreprise, se sont engagés dans la bataille de la qualité. Et nous le constatons au jour d'aujourd'hui sur le marché où, qu'on le veuille ou non, les produits fabriqués en Algérie en ce qui concerne les boissons et toutes boissons confondues représentent plus de 98% du marché national. Donc, si vous voulez, vous avez une petite part de marché, c'est un segment qui est aujourd'hui constitué d'importation, oui. Mais on peut dire à 98%, comme je viens de vous le dire, est couverte par la production nationale, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même aussi que la qualité s'est nettement améliorée, c'est grâce effectivement à la mobilisation et aux engagements donc, des producteurs, et c'est ce qu'il y a, donc c'est grâce donc, à cette qualité où le marché donc s'est développé, voilà. Et le consommateur algérien s'est porté vers ces produits-là. Oui, oui. Donc c'est pour cela que en fait, la consommation a suivi l'évolution de la production, l'amélioration de la qualité. C'est pour cela qu'au niveau des producteurs de boissons, nous disons que si vous voulez qu'il y ait un développement de la filière ou un développement de la société, investissez dans la qualité. Il n'y a pas d'autre forme de développement. Le consommateur aujourd'hui, le consommateur algérien est très exigeant, de plus en plus exigeant. Il demande la qualité, il demande des nouveaux produits. Et c'est pour cela qu'effectivement, nous avons un certain nombre de producteurs qui innovent, que ce soit en ce qui concerne, que ce soit sur le produit, sur les goûts, sur les parfums. Et là, si nous devons suivre le mouvement et la demande des consommateurs algériens. Voilà. De l'autre côté aussi, nous avons un autre élément. Il y a un autre marché sur lequel les producteurs algériens sont en train de se démener et de s'organiser, c'est vers l'exportation. Oui, on reviendra sur la question de l'exportation. Ça, pour nous, c'est un élément très important oui. Et qui prouve, voilà. Pour nous, la bonne santé, la bonne santé et la bonne qualité de nos produits. Exactement. Oui, monsieur, vous voulez revenir sur nous expliquer aussi... Non, il faudrait voir que le marché algérien en matière de boissons, c'est le plus dynamique de la région. Donc, c'est le plus dynamique de la région. L'Algérien consomme beaucoup. Le mode de consommation a changé. Et aussi, il ne faut pas oublier que aussi, la population augmente. Donc, mode de consommation, maintenant la tendance, le niveau de vie des Algériens a quand même augmenté. Maintenant, les écoliers ou les enfants qui vont, par exemple, dans les écoles maternelles, prennent un jus de fruits le matin. Exactement. Donc, c'est rentré un peu dans les mœurs. Et ça, c'est positif pour l'industrie des boissons. Il y a aussi donc l'augmentation de la population. On était dans 30 millions dans les années 2000, nous sommes à 38 millions. Donc, il faut satisfaire donc, cette demande. Il faut satisfaire cette demande donc, de cette attente. Et, comme l'a dit Hamani, effectivement, nous avons l'un des meilleurs jus de fruits de la sous-région. Pourquoi? Parce que les industriels qui sont dans la filière, c'est des professionnels du secteur. Nous sommes
parmi les rares entreprises qui ont la certification HACCP. Je parlerai par exemple de Vitaju. Vitaju est certifié ISO 22000. C'est parmi donc, les industries. Donc, dans l'agroalimentaire, le secteur des boissons sont les secteurs qui ont le plus investi dans la certification. Parce que nous faisons attention donc, à la qualité des produits, nous faisons attention à la chaîne alimentaire, à la sécurité de la chaîne alimentaire, et HACCP ou ISO 22000 renforce la crédibilité du produit au niveau national et, comme l'a dit mon ami Hamani, au niveau international. Très bien. Et le marché est tellement dynamique qu'on l'a vu avec, par exemple, le groupe Saïda qui s'apprête à conclure un important accord avec un géant mondial. Voilà, ça prouve un peu, je veux dire, la dynamique que connaît le marché et l'intérêt qu'il suscite. Absolument. Donc, je pense que un groupe qui a l'ambition d'investir donc dans le créneau, donc dans cette filière, a aussi comme, je dirais, objectif et perspective de satisfaire la demande et d'élargir de manière horizontale sa gamme. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris des accords qu'on a signés depuis plus d'une année avec le géant mondial, qui est le groupe japonais Suntory, qui a racheté la fameuse marque que vous connaissez tous, Orondina. Et nous arrimer à ces géants, c'est la meilleure façon d'être compétitif et de rentrer dans la scène internationale des boissons. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les accords de libre-échange que nous avons, notre salut, c'est la compétitivité, l'innovation. Et l'avantage d'être en partenariat fabriqué, partenariat sur le marché algérien de telles boissons, c'est tout simplement bénéficier du transfert de savoir-faire. Et comme disait mon ami Nasri, le vecteur le plus important, c'est les normes de qualité, les normes internationales. Et comme vous savez, ces groupes qui sont présents dans des dizaines de pays et qui sont donc parmi les leaders du marché, vont nous permettre une certaine, ce qu'on appelle chez nous la mise en niveau, elle sera de fait. Et toutes les innovations en matière technologique et de recherche-développement vont bénéficier au groupe Saïda qui, je le répète, a inscrit dans sa stratégie de développement la qualité et l'innovation. Et donc bénéficier de toute la gamme de produits que ce partenaire va nous transférer. Oui, mais à côté de toute cette bonne volonté, de tout ce dynamisme, l'environnement ne suit pas toujours. Vous savez, si vous permettez, l'environnement, d'abord, il faudrait qu'on se mette... En fait, je souhaite parler de l'informel, du marché informel qui sévit un peu dans la branche... Actuellement, le marché informel, il est là, il est présent, il existe. Nous, au niveau de l'association, de notre association NAPAP, nous disons une chose. Si les producteurs eux-mêmes ne s'organisent pas et ne développent pas une démarche vers une production de qualité, c'est le seul et unique moyen pour que la filière puisse encore se développer. C'est si nous mettons de côté la qualité et on ne s'occupe pas de la santé du consommateur, nous sommes voués à l'échec. Et ce sera le marché informel qui prendra le dessus. Aujourd'hui, le seul moyen de combattre le marché informel, c'est d'aller vers une production et vers une production de qualité. Mais le marché informel, il ne pourra pas, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas l'enlever du jour au lendemain. Par contre, nous devons mener toute une campagne d'information vers le consommateur et avec l'aide de l'association des consommateurs. Parce que sans eux, on ne pourra rien faire. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons même à la veille des périodes nous l'avons remarqué de Ramadan. Nous engageons des opérations, même en collaboration avec nos amis du ministère du Commerce, nous engageons des opérations d'information. Voilà. Le guide, là j'ai sous les yeux, guide d'utilisation des additifs alimentaires dans les boissons, il s'inscrit un peu dans tout ça? Oui, parce que notre démarche, pour dire, il faut, comme vient de dire notre ami M. Boitou,
pour se mettre à niveau. Nous avons un certain nombre de producteurs, des petits producteurs qui n'ont pas les capacités et ni les hommes pour essayer d'aller vers des nouveaux produits ou le respect d'un certain nombre de règles. Donc notre association, en collaboration avec un certain nombre d'institutions, nous avons pu mettre à la disposition donc de nos adhérents et de l'ensemble des producteurs de boissons, sans exception. Nous avons mis en place un manuel de traçabilité. Exactement. Nous avons mis, et ce sont des travaux qui sont effectués par un certain nombre d'experts. Oui. Dans le cadre des jus de fruits, nous avons vu qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un amalgame au niveau de la consommation, au niveau même de l'appellation d'un certain type de jus. Donc nous avons édité un guide pour la fabrication des jus de fruits, donc un guide de production dans le cadre des respects des normes et dans le cadre des respects d'hygiène. Oui, oui. Ça, j'ai aussi sous les yeux le guide des bonnes pratiques d'hygiène. Ça, c'est... Voilà. Et nous avons effectivement, au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement, donc nous avons un nouveau décret, une nouvelle règle, que ce soit au niveau international ou au niveau national, c'est qu'il y a le problème des additifs alimentaires qui s'est posé, et il y a eu des débats. Heureusement, et je le dis grâce effectivement à la sensibilisation et aux engagements donc, du ministère du Commerce, et je pense que notre réglementation en matière d'utilisation, donc le décret portant l'utilisation des additifs, donc a tenu compte des règles internationales et du Codex Alimentarius. Et ça, c'est très important, parce que nous avons des producteurs qui exportent. Donc, eux-mêmes sont soumis aux règles internationales. Donc, appliquons-les. Il faudrait que notre législation tienne compte de cette réglementation internationale. Et c'est le cas. Et pour compléter ce que vient de dire M. Hammani, le rôle de la PAB, quand on parle de professionnalisation donc, des filières, c'est vraiment le creuset, je dirais, de toute la politique, et c'est une force de proposition qui vise à tirer donc, toutes les filières vers le haut. Et dans ce cas, donc, comme vient de le dire M. Hammani, la PAB, profitant de ce métissage, je dirais, avec les groupes internationaux et les groupes locaux, qui est très important. Et c'est dans ce cadre que, donc, je vous disais, le groupe PSA avait signé avec un grand important pour fabriquer cette boisson. Donc, parce que les tendances actuellement, par exemple, vous avez dans les filières boissons, les tendances envers le marketing santé. Il ne faut pas oublier que les boissons, comme le dit, lorsqu'elles sont mal fabriquées dans des endroits qui manquent d'hygiène, sont source de maladies. Moi, je pense qu'au niveau de la PAB, il y a un dialogue fécond, responsable. Et qui a apporté ses fruits. Qui a apporté tous ces programmes. Donc, nous tirons la profession vers le haut, en profitant de tous les programmes de l'Union européenne en matière de mise à niveau. Et tous ces ouvrages que vous venez de voir, donc édités, visent en fait, in fine, c'est quoi? C'est la santé du consommateur doit être le centre de nos préoccupations. Ça, c'est pour nous, je dirais, un challenge. Et grâce donc à... D'ailleurs, je viens d'un séminaire à Oran où tout le monde a souligné l'importance que joue la PAB comme rôle moteur donc, dans le développement de cette filière. Et quoi qu'on dise, c'est une filière qui est structurante. Ne pensons pas que les boissons, c'est uniquement... Quand vous voyez le niveau technologique pour arriver à produire de l'eau minérale, qui est dans notre cas avec des qualités microbiologiques qui n'ont rien à envier aux boissons mondiales, puisqu'on arrive, comme le disait, à les exporter. Donc ça, c'est un élément fondamental. Donc nous, notre rôle aussi, c'est de lutter contre toutes les pratiques donc, qui visent contre toute forme de pratique. Donc, dans le marché, si vous voulez, qui ne respecte pas les normes. Et nous exerçons une veille. Une veille au niveau de la PAB. Nous avons, comme si vous voulez, un numéro vert
donc qui attire notre attention. Et on a trouvé tout à l'heure, enfin, sans citer des exemples, où des gens fabriquaient des jeux dans n'importe quelles conditions. Et la facture que l'État paye, donc c'est au niveau de la santé du consommateur, elle est très lourde. Voilà en résumé. Voilà, oui, oui. Oui. Si vous me permettez, je voudrais ajouter, parce qu'effectivement, on a parlé d'un certain nombre, que ce soit sur le plan technologique, que ce soit sur le plan de qualité, mais il faudrait aussi tenir compte aussi de la formation des hommes. Ouais. Les hommes, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, dans ce cadre, la PAB a élaboré un répertoire des métiers où vous avez, pour dire aux producteurs, malheureusement, qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre de règles, pour dire que sans les hommes, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut d'abord que les hommes répondent à un certain nombre de règles, de formation et des exigences. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré, avec un financement de nos amis de GIZ, nous avons donc élaboré un répertoire de métiers où vous avez tous les postes de travail qui peuvent exister dans l'industrie des boissons. Et vous avez la fiche de poste. C'est-à-dire quel est, pour un poste bien défini, vous avez la liste des travaux qu'il doit faire. Les conditions d'accès au poste, pour accéder à ce poste, quel est le niveau requis et quelles sont les tâches qu'il doit effectuer. La définition des tâches, poste par poste. Et ça, nous l'avons mis à la disposition de l'ensemble des producteurs. Voilà, pas uniquement de vos membres. Qu'est-ce qu'on dit? C'est vrai que nous avons effectivement les leaders qui sont là, qui poussent. Et la PAB est là pour pousser vers le haut. Mais on ramène tout le monde avec nous. Voilà, sauf celui qui ne veut pas et qui veut rester à la traîne ou qui veut effectivement travailler dans d'autres considérations. Parce qu'à un autre niveau, nous sommes en train, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer un guide d'éthique pour que l'ensemble des professionnels doivent respecter les règles. Est-ce qu'il rentre dans le cadre du code de bonne gouvernance d'entreprise ou c'est un autre projet? Voilà. D'abord, les règles de bonne gouvernance d'entreprise pour aboutir à une entreprise qui respecte les règles de la société. D'accord, une entreprise citoyenne, comme on dit. Et ça, c'est très important. Oui. Monsieur Nasri, moi, je reviens aussi vers vous au sujet des exportations. La branche, on l'a vu, elle exporte. Les derniers chiffres, vers où exportent ces entreprises? Très bien. Donc, je voudrais... D'abord, si le secteur exporte, d'abord, nous sommes pratiquement au 6e rang en tant que produit exporté. Nous exportons beaucoup plus que les produits agricoles. Donc, nous arrivons à un chiffre de... On a clôturé à peu près à 34 millions de dollars d'exportation. Donc, ça, c'est il faut absolument le signaler. C'est toujours les chiffres de 2012. 2013. Non, 2013, la clôture de 2013, donc nous sommes à 34 millions 350 000 dollars donc, de réalisés en 2013. Donc le 6e produit exporté hors hydrocarbures, c'est les boissons. Les destinations sont multiples, donc ça va donc de l'Amérique du Nord, les États-Unis, Canada, Europe et Afrique. Mais donc, quel genre en fait, de boissons qui trouvent une niche, si je peux dire, dans ces régions-là? Ce qu'il faut noter dans la filière boisson, et c'est le rôle éminemment positif de l'industrie des boissons en Algérie. La PAB, ça a été signalé par les amis qui m'ont précédé, le rôle, donc elle a un rôle de force de proposition, un rôle d'amélioration, donc de la qualité et aussi de proposer, parce que nous sommes partenaires des institutions. Donc, dans l'élaboration de toute la réglementation liée à l'industrie des boissons, la PAB est partie prenante et force de proposition. Nous avons alimenté donc la réglementation sur ce sens. Le deuxième rôle exercé par la PAB, c'est un rôle qui a été signalé, on a parlé d'éthique, de moralisation du secteur. Le troisième rôle, la PAB est en train de jouer un trait d'union entre le marché informel et bien sûr eux-mêmes le formel. Comment? Nous essayons
de faire des propositions dans le cadre des commissions qui ont été créées dans le cadre de la tripartite et tout. Nous avons fait des propositions pour tirer ou pour donc amener les secteurs informels à l'informel, au formel, en faisant des propositions dans le domaine fiscal. Nous avons fait donc un dossier en ce sens. Nous l'avons présenté donc au gouvernement. Concrètement, vous avez proposé quoi? Eh bien, un exemple c'est la TAP. D'accord. Par exemple, la taxe sur l'activité professionnelle. Il n'est pas normal qu'elle soit payée en cascade. Voilà. Et pour compléter ce que vient de me dire mon ami M. Nasseri, c'est important que ce dialogue fécond dont je parlais tout à l'heure, il écoute. Parce que nous, on est sur le terrain. On est sur le terrain, on réunit même des distributeurs qui sont, qu'on appelle du marché abondant, pour être à l'écoute. Vous savez, il faut développer cette écoute et en fait, nous convergeons vers quoi? Nous convergeons vers l'élimination de ces phénomènes par des mesures structurelles. Le ministre du Commerce a pris, on salue donc certaines mesures qu'il a prises, notamment, vient de parler M. Nasseri, la PAB a fait une étude sur ce qu'on appelle la cascade fiscale et qui consiste à démontrer qu'il y a des duplications de taxes qui ne sont pas fondées, alors qu'on peut... Et ça concerne spécifiquement la branche... Oui, si vous permettez, dans ce domaine, effectivement, nous avons un principe au niveau de la PAB. C'est que nos propositions vis-à-vis des institutions ou vis-à-vis d'un certain nombre de départements ministériels, il ne s'agit pas de critiquer ou de poser le problème. Nous faisons toute une étude et nous faisons des propositions. On vous prend un exemple maintenant en ce qui concerne les eaux embouteillées, que ce soit les eaux minérales ou les autres sources. Nous avons fait toute une étude en ce qui concerne la fiscalité spécifique aux eaux embouteillées. On ne parle pas des activités que tout secteur industriel est en train de payer. Il y a des taxes spécifiques aux eaux embouteillées. Et on a fait un benchmark par rapport à un certain nombre de pays de la région. Que ce soit vis-à-vis de la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la France, la Tunisie. Et nous avons constaté que les taxes spécifiques aux embouteillés en Algérie dépassent de très loin les taxes qui sont imposées dans les pays voisins. Et c'est ce qu'on a appelé le millefeuille fiscal dans les eaux embouteillées. Il y a autant de départements qu'il y a de taxes. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre en ce qui concerne ces taxes. Chaque département ministériel, quand il veut effectivement, parce qu'il a un côté qui le touche, je prends par exemple les domaines, parce qu'il veut que tout ce qui est sous-sol, je suis propriétaire, je veux une taxe. Il y a aussi, il y a aussi le fonds de l'eau potable. Il y a le fonds spécifique au niveau du ministère des Ressources en eau. Il y a énormément de taxes. Et là, il y a toute une étude. Vous avez soumis ce problème aux autorités. Il y a tout un dossier qui a été soumis aux différents ministériels et je ne vous cache pas. C'est-à-dire il y a eu des différentes réunions, on attend toujours. Et ce qu'il faut Mais ce qui est étonnant, si vous permettez, ce qui est étonnant, quand on a réussi à regrouper les départements ministériels concernés, qui bénéficient de ces taxes-là. Ce qui était étonnant, c'est que certains d'entre eux ne connaissaient pas les taxes des autres, alors que ça touchait le même produit. En fait, nous avons eu, ce plaidoyer fiscal dont vient de parler M. Hammani, et croyez-moi que nous avons réuni les leaders donc, du marché de l'eau minérale, et on a mis carte sur table. C'est-à-dire on a fait sortir la structure du prix de revient de l'eau en Algérie. On ne soulignera jamais assez. C'est la sous-filière qui a la valeur ajoutée la plus faible dans toutes les sous-filières. Oui. Et croyez-moi qu'on travaille presque au coût marginal. Ça veut dire quoi? Avec cet impact fiscal, et dès qu'il y a sur le marché boursier les prix des matières premières comme PET s'envolent, on risque de, si vous voulez, on risque de fermer. Et je dirais que c'est peut-être la sous-filière dont les eaux sont, disons, les prix sont les plus stables depuis, je dirais, enfin, ces dernières années, il y a eu peut-être quelques petites augmentations, mais croyez-moi, elles ne reflètent pas le coût réel du produit.
Et si on fait un benchmarking par rapport à nos voisins, Oui, vous verrez que l'eau minérale, par exemple, est 3 à 4 fois plus chère que l'eau en Algérie. Et ça avec des, si vous voulez, des chiffres à l'appui. Donc nous nous inquiétons dans une démarche d'entreprise citoyenne. Nous payons nos impôts et nous travaillons dans la transparence. Mais ce qu'on dit, il faudrait que pour préserver les emplois et pour nous permettre d'être compétitifs à l'export, n'oublions pas que l'accord de la zone arabe libre-échange sera effectif le 1er janvier 2015, c'est-à-dire 0% de droits de douane. Et si on n'arrive pas à être compétitif sur ce plan-là, c'est-à-dire avec des surcoûts, nous allons fermer, c'est-à-dire des entreprises. Oui, oui. Et vous avez parlé, excusez-moi, vous avez parlé de la XAD, de la zone arabe de libre-échange. Vous avez, la PAB, exprimé vos inquiétudes par rapport à l'accord avec la Tunisie. Qu'est-ce qui vous inquiète au juste, messieurs? Allez-y. Voilà. Est-ce que, parce que ça a été... Mon ami Mourad Bouatou m'a coupé tout à l'heure. Je m'excuse. Donc on était sur l'exportation. Oui. Il y a une chose qu'il faut signaler concernant l'industrie des boissons qui est extrêmement importante pour le pays. C'est que c'est une industrie qui est compétitive. La preuve est que, malgré toutes les tentatives faites pour pénétrer le marché des boissons en Algérie, l'industrie des boissons nationales a résisté. Au détriment de sa marge, mais elle a résisté. Donc si actuellement les importations tournent autour de 3 millions de dollars, on a atteint un pic de 5 millions de dollars, mais par rapport au chiffre d'affaires de la, c'est disons, Epsilon, c'est pas. Donc, nous substituons par disons, absence d'importation massive, c'est une exportation en quelque sorte, et nous exportons aussi. Donc, tout l'intérêt que doit recueillir cette filière de la part des pouvoirs publics. Alors, concernant l'industrie des boissons, nous avons l'avantage d'avoir un outil de production performant. Oui. Nous sommes toujours, disons, les utilisateurs des dernières technologies dans ce domaine-là. Ça, c'est très important. Nous avons des matières premières importées de très grande qualité. La filière n'achète pas n'importe où. Donc, elles achètent. Il y a une traçabilité dans les achats. C'est des produits contrôlés en amont. Et c'est pourquoi, alhamdoulilah, on n'a jamais eu de problème donc, dans l'industrie des boissons dans ce domaine-là. Problème d'intoxication. Parce que c'est des outils de production, je vous ai dit, performants. La marge aussi n'est pas importante. On fait, les entreprises font du volume, mais en tout cas, on cherche la pérennité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a encore une attention plus soutenue des pouvoirs publics vers l'environnement des affaires de ces entreprises-là, le cas qu'a cité donc les ont embouteillés, M. Hammani, M. Bouatou dans ce sens-là, on va donner une plus grande, on va améliorer le ratio de compétitivité de l'entreprise, on va l'encourager encore à investir, on va l'encourager à créer de l'emploi. Oui, ça c'est clair, mais j'insiste quand même sur la XAL et l'accord avec la Tunisie. La XAL. Pour l'instant, les droits de douane à la demande de la PAB, et la PAB a bataillé dur pour faire donc admettre la protection de cette industrie. C'est une filière qui est actuellement protégée. Nous avons des droits de douane sur les boissons de l'ordre de 30%. Il est clair que si elle est protégée pour combien d'années? Pour combien d'années, on ne sait pas. Mais en tout état de cause, comment y remédier? Si on va aller vers un démantèlement tarifaire, eh bien, tout simplement, en améliorant encore la compétitivité de l'entreprise. Améliorer la compétitivité de l'entreprise, c'est justement faire attention à tout ce qui grève les coûts. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, vous avez juste demandé un délai supplémentaire. Non, mais c'est l'État. Non, si vous permettez, effectivement, pour rester dans le cadre de la compétitivité, vous avez dit jusqu'à quand? C'est clair. Pour le moment, on est en train de nous bagarrer sur le terrain pour dire qu'il y a des règles et pour éviter une concurrence déloyale, il faudrait que les choses soient claires. Maintenant, dans le cas du démantèlement, nous, on dit clairement on n'a pas peur de la concurrence.
mais que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Maintenant, je prends l'exemple de la Tunisie ou d'ailleurs. Si un produit doit rentrer, on doit l'autoriser à pénétrer le marché algérien sans droit de douane. Donc il faut d'abord analyser quelles sont les conditions de fonctionnement et quels sont les apports que fait l'État vis-à-vis de ce secteur. Beaucoup bénéficient d'un certain nombre de subventions à l'export. Est-ce que nous bénéficions des mêmes avantages, nous, en tant que producteurs? Maintenant, si on nous applique les mêmes règles, qu'on donne les mêmes avantages, au même titre que n'importe quel producteur d'un pays voisin, qu'ils ouvrent les frontières, il n'y a aucun problème pour le secteur des boissons. C'est ce problème qui s'est posé. Je voudrais ajouter un sens. Juste avant de... par rapport, je reste sur le problème de la Tunisie. Est-ce que ce problème qui s'est posé, M. Hamani? Oui, il s'est posé effectivement sur un certain nombre, puisqu'on a eu un des producteurs qui a pénétré d'abord le marché tunisien, qui l'a bien pénétré, et qui veut développer les exportations vers ce pays. Du jour au lendemain, il se retrouve avec une nouvelle réglementation, taux d'intégration, etc. Non, c'est qu'à leur niveau, ils ont mis une taxe spécifique aux produits, à un certain nombre de produits. Ils appellent ça une taxe intérieure de la consommation. Pour éviter de parler de droits de douane. Effectivement, les produits algériens sont exonérés de droits de douane en Tunisie. OK. Mais pourquoi cette taxe? Et pour compléter, M. Hamani, pour compléter... Mais c'est connu, les Tunisiens l'appliquent pas uniquement pour les boissons, ils l'appliquent pour compléter ce que dit M. Hamani, il y a ce qu'on appelle les barrières tarifaires. Mais il y a aussi les barrières non tarifaires. Celle dont vient parler M. Hamani n'est pas, si vous voulez, c'est une taxe qui ne dit pas son nom. Il y a d'autres barrières. Par exemple, nous, on a fait un salon à l'époque en France et on était étonnés que l'eau minérale naturelle algérienne, elle ne peut pas rentrer dans le territoire français, malgré qu'il y a des zones, des accords de libre-échange, tout simplement parce qu'il y a une barrière non tarifaire liée à une réglementation. Ça veut dire qu'on nous impose de refaire le parcours du combattant qu'on a fait pour avoir le droit d'exercer cette concession. Donc, vous voyez, ça veut dire que quand on négocie, on va dans ces négociations d'accords de libre-échange, la vie des professionnels est importante parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui exerçons des veilles. C'est ce que font les autres pays lorsqu'ils négocient avec nous. En fait, ce n'est pas l'interlocuteur, en fait, il est caché. En fait, c'est tous les associations professionnelles qui défendent, comme disent les Français, leur beefsteak. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas contre ce fameux protectionnisme, entre guillemets, de la production nationale. Il arrivera un moment où il y aura un démantèlement tarifaire avec l'Union européenne, je crois que ça va être en 2020. Mais faudrait-il qu'on ait les atouts pour faire face à cette compétitivité. Ça veut dire qu'il y a des surcoûts. En parlant par exemple du ferret, M. Nasri est encore plus expert que moi, que pour importer un conteneur, c'est 2 à 3 fois plus, il y a des surcoûts. Donc il faudrait que, pour être compétitif, il y a les coûts, et on peut être compétitif tout simplement par des mesures. On a parlé de la pression fiscale sur les eaux, on a parlé d'un certain nombre de taxes et de surcoûts. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi l'intégration. Moi, par exemple, pour le polyéthylène, à l'époque, on parlait de l'industrie pétrochimique. Et vous ne savez pas que le polyéthylène, l'industrie des boissons, importe près de 150 000 tonnes, je crois, de matières plastiques pour fabriquer ces fameuses bouteilles préformes. Or, nous avons les issues d'hydrocarbures qu'on peut valoriser. Moi, je le dis, c'est ça notre intérêt, c'est l'intégration verticale. Et c'est comme ça qu'on va émerger avec des produits. C'est le taux d'intégration, parce qu'il y a des filières qui ont la valeur ajoutée très faible. Et moi, je dis qu'on a aujourd'hui un potentiel humain et même, je dirais, technologique dont on a bénéficié et qui pourrait
Donc, au lieu de subir les prix boursiers, les fluctuations liées au prix du pétrole, on pourrait donc faire cette intégration. C'est à notre portée. Et c'est les fameuses bouteilles. Ce que je voudrais ajouter, moi je ne suis pas inquiet pour la filière en matière d'ouverture des frontières. Pourquoi? Tout ça parce que nous avons donc des entreprises qui ont une taille critique assez importante. Donc, avec un outil moderne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compétitivité chez nous, elle est meilleure. Et je vais vous donner un indice que le droit de douane, pour nous, n'est pas un problème insurmontable. Actuellement, parce qu'un produit, il faut l'examiner dans l'informel. Dans l'informel, parce qu'il y a eu des tentatives donc, de pénétration de certains produits, marques tunisiennes et marocaines, vers l'Algérie, ils ont absolument donc fait chou blanc parce qu'ils n'ont pas pu pénétrer. Mais en tout état de cause, notre produit passe les frontières d'une manière informelle. Il n'y a pas la réciproque. Ça veut dire que les prix chez eux sont plus chers que chez nous. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, c'est nos produits qui partent. On n'est pas inquiet, mais en tout état de cause, l'Union européenne, malgré que le droit de douane n'existe pas, mais il y a d'autres droits qui existent. L'exportation des jus de fruits sur le marché européen est frappée d'un droit additionnel. Qui est une barrière non tarifaire. Droit de douane zéro, mais droit additionnel. Je vous donne un exemple. Le jus de pomme est taxé à 20 € l'hectolitre. Et nous payons, quel que soit X, 0,20 centimes d'euros le litre quand il pénètre. Voilà. Et vous, en fait, pour conclure, vous revendiquez qu'on mette en Algérie un système similaire de protection. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une véritable réciprocité. Voilà. Et qu'on laisse les professionnels autour d'une table et qu'on discute. Et qu'on dit à l'administration centrale, arrêtez de négocier tant que vous n'avez pas le détail des discussions. C'est-à-dire c'est qu'au niveau des négociations, on peut vous donner les grandes lignes. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que professionnels, qu'est-ce qu'il y a dans les grandes lignes? Voilà. Allons dans le détail. C'est aux professionnels d'attirer l'attention de notre administration. C'est pour ça que je dis au jour d'aujourd'hui, l'Algérie ou tous secteurs confondus, moi j'aurais souhaité qu'il y ait des véritables associations professionnelles sectorielles. Sectorielles, oui. Votre message est très clair. Il est important. Et ce sont eux qui doivent développer pour garantir la pérennité de leur secteur d'activité. Voilà, oui. Le message est très clair, M. Bouatou, M. Hamani, M. Nasseri, merci beaucoup. Moi, je malheureusement, on aurait aimé continuer pour encore. Parler de ces groupements. Je voulais juste terminer par cette notion vraiment brièvement, M. Bouatou. de cluster qui a été initié par l'APA. C'est très important. Oui. Le cluster a été initié par le programme GIZ, programme allemand de coopération, et par le biais du ministère, à l'initiative, bien sûr, de l'APA. Donc, ce cluster dans les boissons, le cluster, c'est un concept. C'est un groupement. C'est un groupement d'intérêt économique que l'union fait la force. Pour mutualiser, partager, par exemple, la chaîne logistique. Pour aller à la conquête du marché intégrer l'université. La recherche-développement, chose que je ne dis pas qui est un peu plus ou moins... La recherche-développement intégrée dans l'industrie et le groupement d'intérêt économique que nous allons créer dans la région Soumam qui comporte CETIF et les autres acteurs de la boisson. Il y a l'université Il y a l'université et il y a les acteurs qui font les inputs pour pouvoir donc mutualiser, partager les compétences. Et nous venons d'introduire un dossier au ministère de l'Industrie pour nous affecter donc un espace au niveau du pôle de facilitation à Béjaïa qui est fin prêt et qui va être en quelque sorte un pôle de facilitation et un guichet unique dans la mesure où dans le groupement d'intérêt économique, il y a l'ONDI, il y a toutes les institutions. Et c'est comme ça qu'on va travailler en commun pour améliorer la compétitivité. Merci beaucoup, M. Bouatou, M. Hamani, M. Nasseri. Merci beaucoup. Le temps nous est compté. Juste une note optimiste, c'est que moi je reviens de Tunisie, c'est les autres pays qui ont peur de nous. Et ben voilà, sur cette note. Voilà. Ils ont peur de nous parce que. Cette note, merci beaucoup. Voilà, ils ont peur de nous parce que nous avons l'outil, nous sommes compétitifs. Ces informations, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour mesdames, messieurs, je vous retrouverai, Inch'Allah, la semaine prochaine. Au revoir.